Ok, parfait. Bienvenue, merci d'abord à la Team Ludens pour cette magnifique invitation sur cet événement qui est, je crois, c'est la deuxième année, hein, c'est ça Mathilde, hein, tu confirmes. C'est la deuxième édition en une seule année, puisque c'était à l'automne, c'était à la Toussaint. Ah oui, Voilà. d'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai donc la mission de vous parler de l'engagement des élèves. L'engagement des élèves, bon, une vaste question en 1 heure. Je pense que je n'aurai pas le temps, évidemment, de tout traiter, mais j'ai essayé, on va dire, de m'appuyer d'abord sur mon expérience personnelle, bien sûr, et évidemment, ensuite, se nourrir de nos échanges. C'est ce qui est très intéressant, parce que l'engagement des élèves, je pense qu'il y a plein de façons d'engager ses élèves. C'est le rêve de tout enseignant, de toute façon, que les élèves soient complètement impliqués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire impliqué? Voilà, est-ce que ça veut dire actif? Est-ce qu'on est toujours impliqué quand on est actif et est-ce qu'on est passif? Est-ce qu'on n'est pas impliqué quand on est finalement juste à l'écoute? Voilà, ça c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose. En tout cas, moi, je vais essayer d'exposer cet engagement des élèves, c'est exposé sur 3 parties. On va parler d'abord des principes du professeur que je suis. Hein, quels sont les principes que j'essaye de mettre en avant. Ensuite, on essaiera de voir en détaillant un petit peu plus, en rentrant un petit peu plus dans le cœur du sujet et de la classe notamment, quelles sont les méthodes pour permettre aux élèves de s'engager. J'ai mis un S évidemment et je pense qu'on pourrait mettre point de suspension hein, parce qu'il y en a certainement plus que ce que je vais évoquer. Et puis ensuite, je terminerai sur des résultats. Parce que souvent, on a tendance à se dire, bon, on est dans telle ou telle méthode, ça a l'air de fonctionner. Moi, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin et d'abord de faire un audit dans mes classes et de voir un petit peu comment perçoivent justement les élèves. Est-ce qu'ils sont conscients, en fait, qu'ils sont engagés? Ou est-ce qu'ils sont conscients qu'ils se désengagent de temps en temps? Donc, je les ai interrogés et on verra justement par rapport à ce qu'ils disent, ça peut être intéressant. Ça ouvre, je crois, la discussion. Alors, on y va. Mathilde, tu m'as donné le feu vert, donc je vais être très disciplinée. Je vais mettre juste mon petit aperçu normalement. Et puis évidemment, si ça vous intéresse, ce visuel, je le mettrai tout à l'heure sur Twitter ou ici dans le chat de discussion pour que vous puissiez éventuellement y avoir retourné dessus et revoir quelques éléments. Allez, c'est parti. C'est parti pour 1 heure, je crois. Alors, des rouages pour mettre en avant effectivement un principe de l'engagement. Alors, ces principes, je les ai mis au pluriel. Moi, au cours de mon expérience, je les ai, on va dire, classés. Je pense que pour moi, du côté des élèves, ce qui fonctionne pour qu'ils s'engagent, c'est qu'il faut qu'il y ait de la satisfaction. Alors, de la satisfaction, où va trouver la satisfaction, où elle va se cacher cette satisfaction? Chez un élève, donc, on va dire, adolescent. Alors, dans ma théorie, ou du moins dans mes impressions, dans mes hypothèses, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose en lien avec les résultats scolaires. Ce qui permet d'engager l'élève, selon moi, et on verra peut-être qu'après, en fonction des classes, ça peut varier, mais selon moi, je pensais que le résultat était extrêmement important. Forcément, on se dit, bon, quand on est un élève de quatrième, on a envie de réussir. Et on a aussi, bien sûr, cette pression qu'exerce parfois la famille sur l'obligation de résultats. Donc, on est dans une société qui demande des résultats. Donc, je l'avais mis vraiment au cœur de mon système, hein, puisque vous voyez, c'est le rouage le plus important. Ensuite, évidemment, je me suis dit, il y a quand même peut-être un facteur qui est très important, c'est le facteur de satisfaction par rapport à la procédure. C'est-à-dire, on est élève dans une classe et en fonction de la manière dont on va
mettre en œuvre les apprentissages du côté de l'enseignant, eh bien, on va bien sûr stimuler peut-être plus facilement en utilisant telle ou telle approche. Évidemment, là, on est dans un séminaire de 2 jours sur la ludification. Évidemment, je pense surtout à ces procédures qui posent justement le principe de la satisfaction par rapport au jeu. Et le jeu qui, évidemment, appartient à l'univers de l'élève. Donc, est-ce que les procédures, à mon avis, je pense que oui, les procédures vont avoir un impact sur un engagement plus fort. Ensuite, j'ai mis en 3e plan l'impact dans les principes d'engagement de l'élève, toujours du côté de l'élève. Selon moi, c'est la relation prof-élève. Vous voyez, je la mets finalement un peu en arrière-plan parce que je pense qu'effectivement, même si elle est importante, cette relation, c'est difficile de se dire, on n'a pas un manuel pour apprendre à rentrer en relation avec sa classe. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui sera à réfléchir. Mais c'est quoi la bonne recette pour s'entendre bien, pour avoir des rapports tout à fait cordiaux avec sa classe, pour qu'il y ait effectivement un climat apaisé, serein, etc. Donc, est-ce que ça s'apprend et est-ce que ça se cultive? Selon moi, bien sûr, je crois quand même que ce rouage jaune, évidemment, est lié, puisque tout ça, ce sont des mécanismes qui s'emboîtent les uns les autres. Il me semble que si on a à la fois obtenu de la satisfaction au point de vue des résultats et que la procédure proposée à la classe est suffisamment stimulante, ça a un impact évidemment sur cette relation prof-élève qui a tendance à s'améliorer si on a effectivement des satisfactions par ailleurs. Reposer tout sur cette relation serait, à mon sens, un petit peu limitatif, puisque je pense que c'est pas évidemment le cœur de notre métier, c'est pas un rapport d'animation. Dans le rapport d'animation, la relation prof-élève est importante, mais dans un rapport enseignant-enseigné, elle est importante, mais elle n'est pas au premier plan, me semble-t-il. Après, encore une fois, peut-être que vous allez me contredire et j'espère d'ailleurs que vous allez le faire. Et puis en dernier plan, le dernier petit rouage, là, c'est l'impact environnemental. C'est-à-dire, dans quel contexte on fait classe? Est-ce qu'on est dans une classe, dans un environnement, donc un lieu, dans lequel les enfants ou les jeunes se sentent bien? Est-ce que cette sensation d'être bien assis, bien entouré, où on a accès facilement aux ressources, où on peut éventuellement et bien sûr se déplacer, varier aussi les endroits où l'on va travailler, passer de l'intérieur à l'extérieur. Bon, tout ça, est-ce que ça a un impact aussi? Je pense que je l'ai mis bien entendu parce que je pense effectivement que ça a un impact. Alors, j'aimerais bien maintenant rentrer dans ces principes et les détailler avec vous, si vous le voulez bien. Alors, on va commencer par le principe d'engagement premier, en tout cas celui qu'on imagine en premier quand on est jeune enseignant notamment. On se dit, bon, ben, l'objectif quand même, notre travail à nous, c'est de faire en sorte, quand on a les élèves au 1er septembre et qu'on les quitte au mois de juin, c'est quand même faire en sorte qu'ils aient progressé. Et qu'ils aient progressé, bien sûr, pour que ça soit visible, au niveau des résultats. Parce que c'est quand même cet indicateur qui va être renvoyé à la fois aux élèves, à l'administration et au-delà, bien entendu, à la famille. Donc, on peut avoir le sentiment que les élèves ont progressé. Parfois, d'ailleurs, on entend dans les conseils de classe, pour avoir beaucoup pris des notes pendant les conseils de classe, pour essayer de réfléchir un petit peu à ce qui se passe, on entend souvent des collègues dire « Ah oui, oui, la classe a progressé ». Et quand on regarde leurs résultats par rapport au trimestre précédent, on se rend compte que quand on regarde les résultats chiffrés, ce n'est pas si flagrant que ça. D'accord? Donc, ça veut évidemment dire que peut-être que la notion de progrès, elle est évidemment différente de la notion de résultat, évidemment, et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les résultats que les progrès ne sont pas faits. Donc, tout ça est tout à fait complexe. Mais au regard d'un élève, évidemment, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de lui dire, écoute, tu as progressé, ça ne se voit pas encore, mais tu as progressé. C'est très difficile pour lui d'entendre ça, et notamment aussi aux familles.
Alors, comment faire? Comment faire pour que ces enfants ou ces jeunes puissent avoir cette satisfaction des résultats tout au long de l'année, sans attendre évidemment le couperet du conseil de classe? Alors, je crois que au sein même de le rapport que l'on a avec sa classe et dans son rapport aussi au savoir enseigner, il me semble que l'enseignant a une grande part à jouer. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on dise dans le contrat de début d'année, on laisse aux jeunes la possibilité, évidemment, de s'améliorer et de se dire, on va faire des évaluations, on va effectivement procéder au fur et à mesure à des évaluations, bien évidemment, qui seront formatives dans un premier temps, et on va te laisser la chance d'eux. Alors, cette capacité qu'a l'élève à s'engager, justement, lorsqu'il s'agit des résultats, elle est bien présente. Simplement, souvent, on ne lui laisse pas la possibilité de le faire. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais refaire des devoirs, laisser la possibilité aux enfants de refaire. C'est chronophage. Oui, je réponds oui, mais à condition de savoir ce que l'on fait, refaire. Est-ce qu'on est obligé de tout refaire d'un coup? Est-ce qu'on ne peut pas, tout au long de l'année, justement, cibler et prioriser en fonction des résultats individuels, prioriser des points précis et puis petit pas par petit pas, faire en sorte que l'élève puisse s'améliorer. Moi, j'y crois fortement. Alors, ces évaluations formatives qui sont là, non pas comme un résultat, mais bien comme un acte d'apprentissage, c'est un point de départ. Hein, c'est un peu comme, on le verra d'ailleurs, j'ai pris la métaphore de l'athlète, parce qu'il me semble qu'un athlète ne peut pas battre le record du monde du premier coup. Il a effectivement des courses à faire où il va avoir des résultats aussi. Mais ces résultats, son coach sera là pour lui dire, bon, ben, pour t'améliorer sur la même distance, il va falloir que tu travailles peut-être ton départ, s'il s'agit d'un 100 mètres, ta prise de vitesse, etc. Donc, des choses très techniques. Et les techniciens, en l'occurrence, c'est nous. Donc, c'est vrai qu'il me semble intéressant qu'on puisse proposer à ces jeunes donc des pistes d'amélioration. Alors, je vous ai mis là rapidement un visuel qui est un peu le principe de mon évaluation, hein, c'est-à-dire que effectivement, je ne conçois pas l'évaluation comme dit Philippe Mérieux, un instant photographique, mais plutôt comme un instant cinématographique. Hein, c'est-à-dire que on a quand même du temps hein, dans une année scolaire. On n'est pas non plus obligé systématiquement de tout évaluer et de tout aussi comptabiliser. Il peut y avoir des moments où on travaille, où on fait des choses, et puis on a juste un indicateur qui est là pour nous dire ah ben il reste ça à améliorer, ça à améliorer. Donc en gros, c'est vrai que dans mon tour de piste de l'évaluation, comme vous le voyez, ben, j'amène l'élève à s'entraîner d'abord, à s'entraîner bien sûr sur l'évaluation telle qu'il l'aura, hein, et pas évidemment quelque chose qui serait différent. On ne peut pas demander à un coureur de 100 mètres le jour de la finale de lui dire écoutez, pour des raisons d'organisation, on a un petit peu rallongé la distance. Ça ne serait pas possible et ça ne serait pas honnête, bien entendu. Donc, l'idée d'entraîner le jeune sur quelque chose qui sera évalué, presque quasiment à l'identique, ça fait partie de mon process. Et ensuite, évidemment, le jour de l'évaluation, lui laisser la possibilité, s'il s'agit d'une évaluation formative, évidemment pour lundi, mardi au brevet, ça sera plus compliqué, parce que là, on est dans une évaluation plutôt certificative, mais pour une évaluation d'entraînement, il me semble important de laisser la possibilité aux jeunes d'avoir des recours à des pistes de progression. Et puis, le plus important, bien entendu, c'est au moment de la correction, là, lui laisser la possibilité de se dire, voilà, tu as la possibilité éventuellement de refaire un tour de piste. Alors, non pas sur l'intégralité, mais sur un point zoom sur lequel, évidemment, sur la copie, j'aurais effectivement, je l'aurais pointé de manière à ce que le jeune puisse savoir très précisément ce qu'il peut éventuellement refaire. Donc, vous voyez, j'ai également donc sur la copie, je pointe ce qui se passe, ce qui s'est passé, et puis je laisse la possibilité aux jeunes
de s'améliorer. Alors ça se fait sur le temps de correction, hein, c'est-à-dire que ces corrections ne sont plus des corrections collégiales où le professeur fait la correction, les élèves notent. Non, non, ce sont des corrections actives où certains vont être amenés à dépasser la compétence attendue parce que effectivement la production est de bonne qualité et donc on peut continuer à s'améliorer en allant plus loin. Et puis pour d'autres, ça sera un petit peu plus fragile. Donc, on va guider l'élève, guider le jeune en lui disant, voilà, j'aimerais bien que tu refasses ça ou ça. Donc ça, je le note ou je le mets un QR code ou je mets un post-it sur la copie. Et ensuite, évidemment, je laisse la possibilité aux jeunes de la refaire, mais pendant mon temps de présence. Et ce que vous voyez sous les yeux, c'est le bulletin d'amélioration. C'est-à-dire, je reprends la copie. Alors, tous les élèves ne sont pas volontaires, c'est important de le préciser, tous les élèves ne sont pas volontaires pour rentrer, redonner la copie et avoir une deuxième correction. D'autre part, parce que je sens tout de suite les questions sur le côté chronophage, on n'est pas non plus obligé de faire ça tout le temps. Voilà, hein. Il y a des moments où on sait très bien que là, ce type d'évaluation, c'est très important, qu'il y a des choses qui ne sont pas effectivement atteintes et qu'on a la possibilité de redonner une chance aux élèves ou à la classe. Donc voilà, ça c'est le petit bulletin d'amélioration. Peut-être aurait vu tout à l'heure des questions, je pourrais le détailler, mais bon, je pense qu'il est assez visuel pour qu'il se suffise à lui-même. Voilà pour la partie sur les résultats. Alors maintenant, sur les procédures. Donc, sur les procédures, là aussi, l'intervention de l'enseignant est extrêmement importante. On vient de le voir, la proposition que j'ai faite précédemment, c'est-à-dire de pouvoir reprendre, réguler, ça me paraît essentiel dans la procédure. Mais aussi, et là, quand on fait appel justement à tout ce qui est dans le domaine de la ludification, eh bien, on va activer la créativité. Et on sait très bien, même si les résultats PISA sont malheureusement pas fameux, on voit bien que dans ce domaine de la créativité et puis du plaisir qui est généré par cette créativité, eh bien là, l'engagement est total. Le jeune, on le voit, hein, quand il a cette possibilité de créer par lui-même, sans qu'on lui dise précisément et qu'on l'enferme, on l'emprisonne dans un schéma qui serait trop méthodique, eh bien là, il va y prendre du plaisir et donc il va s'engager. Évidemment, dans les procédures d'engagement, il y a bien sûr tout le domaine de la pédagogie active où on n'est pas simplement en train d'écouter tout le temps une même personne, mais où on a la possibilité de faire du commun, de co-construire, de collaborer, éventuellement de s'entraider. Donc les techniques collaboratives, coopératives, de mise en activité plus généralement, sont évidemment des principes très forts d'engagement. Et évidemment, ça va aller avec tout ce que j'ai dit, l'autonomie qui est générée par ces pédagogies de l'activité, de la mise en activité, eh bien, forcément, elle permet à l'élève de s'engager. On le verra tout à l'heure dans l'interrogation que j'ai pu faire sur mes deux classes cette année. Bon, j'ai un tout petit échantillon, mais je ne me prétends pas du tout une chercheuse experte dans le domaine. Hein. Il faudrait évidemment avoir la possibilité d'interroger plus de jeunes, mais en gros, c'est vrai que quand ils sont autonomes, je pense que ça, je ne vous l'apprends pas, hein, vous le savez bien pour l'avoir observé. Quand ils ont cette autonomie, eh bien, ça génère effectivement du plaisir d'abord, un peu de ce sentiment de liberté qui est important en classe et cet engagement, bien sûr, qui va avec. Voilà, tout ça est lié. C'est pour ça que j'ai pris, c'est pas très joli, mais les rouages me paraissaient adaptés parfaitement aux propos. Alors, maintenant, l'impact d'environnement, là, je suis assez sûre de moi. Je pense que évidemment, ça dépend fortement de l'enseignant et sa capacité à rendre flexible une salle qui parfois ne l'est pas du tout, hein, puisqu'elle peut être cette salle, elle peut être partagée, elle peut être évidemment
Parfois, elle appartient aux élèves, hein, et ce sont les enseignants qui bougent et qui prennent place. Donc, quand on a la possibilité de les rendre flexibles à moindre coût, bien sûr, eh bien, ça me paraît intéressant, parce que la flexibilité, c'est quoi? C'est de l'engagement. Les élèves, quand ils sortent de leur posture, assis, à l'écoute, silencieux, etc., et qu'on leur demande de se mettre debout, là, comme on le voit sur la photo, face à une vitre, et de collaborer, de créer ensemble, eh bien là, tout de suite, on est sur de l'engagement, clairement. Évidemment, tout ça est à cultiver et à imaginer et à adapter. Et ça, c'est vraiment le travail que j'aime faire quand j'accompagne les collègues, c'est-à-dire ces principes d'engagement liés à la flexibilité. Eh bien, c'est étudié presque au cas par cas, en fonction du contexte de chaque collègue, hein, qui ont parfois plusieurs salles, qui ont des salles qui sont extrêmement figées. Donc tout ça, on y arrive, hein, on arrive à rendre flexible, mais il faut bien sûr s'interroger et puis voir un petit peu ce qui est possible de faire. Tout n'est pas absolument réalisable. Là, par exemple, vous voyez, j'avais la chance cette année d'avoir un espace très, très intéressant où là, les élèves vont venir à un moment donné du cours, vous voyez, donc des espaces différents en fonction des activités proposées. Et là, c'est le moment de la restitution. Donc, quand on a cette possibilité, c'est l'idéal. Mais bien évidemment, on est tous conscients que ce n'est pas le cas de tout le monde. Cependant, il faut se faire confiance et se dire qu'en fonction de ce que l'on a, on arrive toujours à trouver des solutions. Et ça, j'en suis persuadée. Et si on n'y arrive pas tout seul, eh ben, on peut se faire accompagner. Ça, il faut pas hésiter justement à échanger sur les réseaux. Alors, le dernier principe, c'est l'impact relation prof-élève. Cette relation prof-élève, bien sûr, elle est là, qu'on le veuille ou non. Alors, elle est bonne ou mauvaise, elle évolue aussi, hein. Mais on va dire que moi, j'essaye de me mettre des principes que j'essaye d'appliquer. Alors, je ne suis pas non plus superwoman, hein. Il arrive des moments où, comme je suis méditerranéenne, je peux tout à fait m'enflammer. Mais en gros, j'essaye quand même d'avoir pour eux la bienveillance. Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime, être bienveillante. Peut-être parce que moi-même, quand j'étais élève, j'ai été en présence de professeurs qui ne l'étaient pas et qui m'ont beaucoup marqué, justement, dans le mauvais sens du terme. Et du coup, la bienveillance, ça me paraît fondamental. Bon, alors, évidemment, il faut qu'il y ait cet équilibre, hein. Il faut donner pour recevoir. Et quelquefois, on ne reçoit pas. Voilà. On est bienveillant, on ne reçoit pas tout de suite, mais je crois qu'il faut être patient. Voilà. Il faut être patient parce que je pense que les élèves aussi, il leur faut un temps d'adaptation et puis d'un professeur à un autre, c'est différent. Donc, dans cette relation prof-élève, je pense qu'il faut avoir une ligne et la maintenir jusqu'au bout, hein. C'est ce que je dirais si j'avais un stagiaire ou une stagiaire en responsabilité. Je dirais, choisis tes valeurs, en fait, hein, comment tu voudrais enseigner et garde-les, ces valeurs. N'y renonce jamais, même si sur le chemin, il y aura parfois des obstacles très, très forts et qu'il faudra surmonter. Idem pour la justice. Ce sentiment d'injustice, c'est souvent ce qui crée les tensions avec les jeunes. Et donc, forcément, quand on n'est pas serein et qu'on a ce sentiment que le professeur n'est pas complètement juste, et c'est vrai que parfois on l'est injuste, hein, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça qu'il m'arrive bien souvent, quand je prends une décision, de leur dire, bon, j'espère qu'elle sera juste et j'espère surtout que si elle est injuste, vous me le direz parce que j'ai besoin d'avoir votre retour. Donc, et mettre des bornes, bien sûr, parce que les limites, on en a besoin. On ne peut pas, au nom de la bienveillance, laisser tout faire. Je crois que les élèves, ils sont extrêmement sensibles à ce qu'il y ait un cadre et que même si on a le sentiment parfois dans la classe de se dire ah ben tiens les élèves ils sont en train de jouer, ils sont en train, mais il y a un cadre, voilà, il y a un cadre, on sait où on va, on sait pourquoi on fait ça et c'est important de l'expliciter.
Voilà, ça c'est un autre sujet, l'explicitation, mais c'est de l'expliciter aux élèves, de dire voilà ma méthode, voilà comment j'ai choisi de travailler et voilà pourquoi je fais ça. Et puis évidemment, essayer de prendre du plaisir. Ça me paraît tellement évident de prendre du plaisir à enseigner, parce que c'est communicatif le plaisir à enseigner. Quand on arrive le matin et qu'on a la chance de faire un métier qu'on a choisi souvent et qu'on a la chance de faire et que ça se passe bien, moi en tout cas c'est quelque chose qui m'anime depuis plus de 30 ans maintenant, ce plaisir d'enseigner, il me semble qu'il est communicatif hein, et que les élèves ont le plaisir d'apprendre parce qu'il y a aussi ce plaisir d'enseigner. Donc tout ça, vous voyez, on n'apprend pas ça dans les livres ou dans les écoles de professorat, hein, mais tout ça ce sont des principes d'engagement. Et je crois que quand on se nourrit justement de les voir mettre en œuvre, quand on va voir d'autres collègues, je vous invite vraiment à aller voir d'autres collègues enseigner, parce que ce qu'on va voir, c'est pas tellement les résultats, les procédures ou l'environnement, mais c'est ça qui va tout de suite nous sauter aux yeux, se dire waouh, il a ces valeurs-là, et ça se sent, je le ressens. Et on voit du coup, comme on a un regard extérieur, on voit comment les élèves s'engagent par rapport à ça dans cette relation. Bref, ça c'est un vrai sujet. Mais je vais essayer d'accélérer parce que le temps passe et je crois qu'il me reste finalement très très peu de temps, à peine, je crois, une demi-heure. C'est ça, Mathilde? Bon, je n'ai Oui, pas c'est de ça. réponse. Si, Voilà. excuse-moi, il fallait juste que je revienne, que je enlève le plein écran pour Alors, du remettre coup, mon micro. maintenant, on va aller voir tout ça du côté des méthodes parce que j'ai surtout parlé de principes. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus clair. Alors, le principe de relation, donc, avec la classe, comment on peut effectivement faire en sorte que ces relations soient… alors, je vais prendre des choses très concrètes. Hein, peut-être que vous allez trouver ça un peu simpliste, mais bon, pourquoi pas. Des fois, il faut revenir à des choses simples. Comment on améliore la relation avec sa classe? Alors, je vous ai dit la bienveillance, etc., etc. Moi, je pense que c'est aussi travailler ensemble sans tomber dans les habitudes, les surprendre. Voilà, les surprendre. Alors, constitution des groupes, je l'ai mis, et puis après, je me suis dit, je vais l'enlever parce que vu l'actualité, c'est-à-dire que quand je parle de constitution de groupe, évidemment, c'est pas pour faire des groupes de niveau ou autre, ou je ne sais trop quoi. Moi, c'est plutôt de faire des groupes de personnes et de personnes différentes pour que de cette différence, il se passe quelque chose et que naisse quelque chose de beau. Voilà. Et alors, pour éviter justement que quand on fait des groupes, alors moi, je vous dis des groupes, pourquoi? Parce que quand je travaille à Nilo, eh bien, ces constitutions de groupe, je les fais de manière aléatoire. C'est-à-dire, je ne les choisis pas, les places dans les îlots. Je prends un petit logiciel qui me permet de le faire. Ça, vous le savez, je l'ai déjà dit, si vous me connaissez, vous le savez. Mais si je regarde par rapport à la relation, et pas uniquement à la pédagogie, eh bien, je me dis que c'est aussi important de faire ces groupes aléatoires parce que parfois, on peut passer une année, et ça, ce sont les élèves qui me l'ont dit, on peut passer une année dans une classe sans connaître un ou deux élèves. On connaît à peine leur prénom d'ailleurs. Alors ça, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'ils se côtoient sans vraiment tisser des liens, et notamment au niveau du travail. Donc la constitution des groupes aléatoires, ça permet de ne pas tomber dans les habitudes, que les jeunes ne soient pas toujours placés au même endroit, dans une salle de classe, pas toujours à côté du même voisin, qu'ils n'ont pas forcément choisi. Et du coup, même si au début, ça peut être douloureux pour eux, parce que les habitudes, ils y sont vraiment attachés, ça les rassure aussi. Moi, je crois que les pousser dans ce retranchement, dans leur retranchement, et leur dire non, on ne fera pas comme ça, d'autorité, un acte d'autorité, eh bien, je pense que ça, c'est important. Alors, au début, c'est vrai, ils ne l'apprécient pas du tout. Mais je leur dis ça, c'est vraiment une partie qui ne sera pas négociable. Et je m'en explique. Et j'explique pourquoi. Et je leur dis que si on reste toujours à côté de la même personne, eh bien, on n'évolue pas. On va rentrer dans des rôles. Et bon, forcément, les rôles, on va les garder du début à l'année. Et comme on a ce principe quand même de résultat, il me semble qu'ils peuvent entendre qu'en allant voir d'autres personnes, on peut s'enrichir.
Voilà. Ensuite, mettre en place un système de compétences partagées. Se dire que c'est, et leur dire que ce n'est pas simplement l'enseignant qui est expert. Il peut y avoir aussi ponctuellement des experts dans tel ou tel domaine. Et donc, faire appel à ceux qui sont éventuellement experts. Et attention, un expert n'est pas désigné par l'enseignant, hein, mais un expert s'auto-désignera. C'est-à-dire qu'il pourra se dire, ah ben tiens, moi je sais ça, c'est pas grand-chose, mais pendant 5 minutes, je me mets à disposition de la classe pour expliquer. Et ça fait partie, vous voyez, des méthodes que j'essaie de mettre en place dans la classe en leur disant, ici, il n'y a pas des experts désignés par l'enseignant, chacun sera expert. À un moment donné, dans l'année, et ça a été le cas cette année encore, en insistant pour dire, même si tu ne sais pas grand-chose, ça les rassure. Voilà, ça les rassure de se dire. Et puis, il y a cette idée aussi de partage, quoi, du faire ensemble. Et ça, aujourd'hui, c'est des valeurs vraiment, vraiment qui me tiennent à cœur. Voilà, et je me dis que c'est la mission de l'école que de dire on est tous différents et de le faire ensemble, ça me paraît essentiel. Ensuite, évidemment, éveiller la curiosité. Et tous ceux qui font des jeux le savent bien. Faire un teaser qui envoie peut-être, qui met un appétit, qui lance un défi, des concours, etc. Ben ça, évidemment, c'est très intéressant. Et puis, donner des responsabilités aux élèves. Par exemple, la gestion du temps. Souvent, on me dit, mais quand tu fais des îlots, comment tu es certaine que les jeunes s'engagent et qu'ils ne fassent pas autre chose que faire la tâche que tu as demandée? Je leur dis, mais c'est simple, je les implique aussi dans la notion du temps. C'est-à-dire, je leur dis, combien de temps avez-vous besoin pour me rendre cette production? Parce qu'attention, le principe de temps est évidemment corrélé au principe de production. On ne peut pas rester 15 minutes sur quelque chose si on ne livre pas quelque chose à l'enseignant. Donc, c'est très important de limiter le temps et de les impliquer dans cette limitation du temps. Quand ils s'auto-limitent et qu'ils savent qu'il y a 15 minutes et qu'au bout de 15 minutes, ils ont tel produit à rendre, eh bien, ils vont s'impliquer. Voilà, ça c'est certain. Ensuite, pour avancer encore un petit peu, parce que je crois qu'il me faut quand même garder un quart d'heure de questions ou de réactions, eh bien, dans le principe de l'environnement dont je parlais tout à l'heure, je voulais quand même préciser quelque chose. Je vous ai dit, quelle que soit votre salle, quel que soit votre contexte, on trouvera toujours des solutions. Il ne faut pas imaginer que la salle de classe s'adapte à la que la salle de classe fait la pédagogie. C'est clairement l'inverse. Ça, je pense que, je le répète, c'est une évidence, évidemment, mais souvent, quand on a des restructurations d'établissement ou quand on a quelques moyens, on se dit, tiens, on va investir, je l'entends moi souvent, on va acheter du mobilier pour une classe flexible. Et quand c'est malheureusement pas partagé, que les collègues n'ont pas l'habitude d'enseigner dans ces espaces un petit peu différents, ça tombe à l'eau forcément. Donc, il me semble que ce qui est important, c'est évidemment la pédagogie. Comment tu enseignes? Et une fois qu'on aura observé ta manière d'enseigner, eh bien, on ne va pas te dire comment tu vas agencer ton espace, c'est toi-même qui vas le faire. Moi, je raconte souvent, moi, vous savez, je suis une ancienne prof, donc j'étais évidemment au départ dans une pédagogie tout à fait institutionnelle, avec du face-à-face. Et jamais on m'avait parlé de pédagogie active, je ne savais même pas ce que c'était, vraiment pas. On m'a enseigné comme j'étais élève, j'enseignais. Puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ça avait des limites, de garder toujours la même méthode de transmission. Et donc, j'ai commencé à faire changer la salle, le mobilier dans la classe. Et la première chose que j'ai enlevée, c'est le bureau. Voilà, c'était le bureau de l'enseignant. Donc, vous voyez, finalement, à l'époque, on ne parlait pas de classe flexible, ça n'existait même pas. Mais intuitivement, je me suis dit, ça ne sert à rien, parce que ta place, elle n'est pas là. Voilà, maintenant, ta place, elle est au milieu, elle est au centre, elle n'est pas là, donc ça ne sert à rien, ce truc-là, il ne sert à rien. Voilà, j'avais mis l'ordinateur sur une chaise et puis j'avais enlevé le gros bureau imposant là, qui était sur une estrade. Donc voilà, et c'est comme ça, je crois,
que quand on est enseignant-chercheur et qu'on se pose toujours cette question de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ou qu'est-ce que j'ai pu observer tout au long de l'année, les points qui étaient importants, qui ont fonctionné. Et quand on a ce réflexe de chercher toujours à améliorer sa pratique, eh bien, cette flexibilité, cet environnement, forcément, ben, vous allez vous y engager et il va devenir de plus en plus engageant parce qu'il correspond à la pédagogie que vous proposez à vos jeunes. Pensez bien sûr, comme vous l'avez vu sûrement, à utiliser toutes les surfaces. Quand on est dans une salle qui n'est pas du tout flexible et qui est partagée avec un collègue qui ne veut surtout pas que vous bougiez ni les chaises ni les tables et qui est prêt à mesurer à l'équerre que rien n'a été bougé, hein, expérience personnelle, eh bien, on fait autrement. On se dit, mais bon, les tables, elles ne bougeront pas, d'accord, les chaises non plus, ok, mais peut-être qu'il y a les surfaces verticales qu'on n'utilise pas. Donc, les murs, les portes, les fenêtres, tout ça, évidemment, devient petit à petit, ce sont des endroits que l'on investit et qui ne gênent pas forcément ceux qui restent gentiment assis. Voilà. Et puis, dernière méthode, c'est la méthode donc, pour les résultats. Hein, je vous ai dit, c'est très important dans les principes de donner aux élèves la possibilité de voir les progrès et qu'ils puissent s'engager, qu'il y ait ces pistes d'amélioration dont je vous ai parlé. Alors, évidemment, ce que je conseille, c'est de créer une charte ou un système ou un protocole, je ne sais pas comment vous allez en parler à vos élèves en septembre, mais créer un temps où vous expliquez votre façon d'évaluer et peut-être que si vous rentrez dans une évaluation qui est un acte d'apprentissage, alors là, du coup, vous allez pouvoir réfléchir à comment faire en sorte dans votre discipline et dans votre contexte, comment vous allez laisser évidemment la possibilité aux jeunes de s'améliorer parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas battre le record du monde du 100 mètres à chaque fois. Voilà. Donc, mettre en place un système de visualisation des progrès, ça aussi c'est important. Les résultats, c'est pas, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, hein, il y a des moments avec, des jours sans. Alors du coup, moi, j'ai par exemple créé ce type de document, bon, qui est très laid, mais bon, il a bien fonctionné cette année. Donc, vous voyez un exemple en haut, hein, un exemple rempli avec donc les dates et puis les degrés de compétences. Alors moi, je note pas, mais on peut faire la même chose avec des résultats chiffrés, bien sûr. Hein, mais on voit bien, hein, les élèves voient bien dans les différentes compétences de la discipline, au jour par jour, hein, ce qu'ils ont, et comment ils se sont améliorés, etc. Et puis, s'il y a eu à un moment donné une amélioration, ben, ils l'auront visuellement. Ça, c'est un petit outil qu'on peut tout à fait… Enfin, moi, j'ai fait ça avec Pages. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Hein, il y a certainement des choses plus simples, plus faciles à faire que ça. Moi, je voulais quelque chose de visuel et de simple, hein, que ce ne soit pas une usine à gaz. Donc, voilà, c'est une feuille de papier dans le classeur et puis il complète au fur et à mesure. Et enfin, bon, je voulais quand même terminer par ça parce que c'est un petit peu mon cœur de… Ma passion, hein, ce sont les pédagogies actives et donc tout ce qui est engagement par rapport à ces pédagogies actives. Je l'ai dit, il y a quelques principes. Hein, l'autonomie ne fonctionne pas si le cadre n'est pas solide et si le temps n'est pas géré. Enfin, ça, c'est 2 principes de base. Voilà, on veut rendre les élèves autonomes, mais il faut créer des situations dans lesquelles ils sont autonomes. On entend trop souvent dans les conseils de classe, encore récemment, j'ai entendu, bon, ben, cet élève, il n'a pas été autonome. Moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'il puisse le devenir? Est-ce qu'on peut devenir autonome en classe lorsque on propose uniquement, et je dis bien uniquement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais quand c'est exclusif et qu'on a une méthode vraiment basée uniquement sur le cours dialogué, très transmissif, est-ce qu'on a des espaces d'autonomie? Est-ce qu'on en a plus quand on a une mission, une démarche d'investigation? Il me semble que là, l'autonomie va plus facilement être travaillée lorsque le jeune sera mis dans ce type d'activité. Donc, deuxième principe, varier les méthodes de transmission.
même moi qui suis pourtant, je pense que vous me connaissez comme étant une experte de la classe inversée et adepte des pédagogies actives, je ne suis pas du tout, je ne préconise jamais de rentrer dans une seule méthode. On peut faire par exemple de la ludification et puis à côté de ça, à un moment donné, prendre la main pour avoir un moment de cours magistral parce que c'est important. Donc je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir une palette au niveau des procédures. Je dis souvent, je prends l'image de la palette du peintre. Un jeune professeur qui débute, je crois qu'il ne faut pas lui donner juste la couleur cours dialogué. Hein, il faut aussi lui dire que de temps en temps, il pourra faire quelque chose d'un peu plus explicite, quelque chose d'un peu plus démonstratif, d'un peu plus dialogué, plus axé sur l'activité, la coactivité. Donc, je crois que c'est ça dans la formation des enseignants aujourd'hui qui manque cruellement. C'est qu'on ne donne pas suffisamment de couleurs aux enseignants, aux jeunes notamment, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leur mélange et créer leurs nuances. Hein, parce que les nuances, c'est le contexte qui nous les impose. Et on le sait tous qu'en fonction des années, même si on reste 30 ans dans le même établissement, le contexte, il évolue. Parce qu'il y a un principe très cruel qui consiste, et je le dis à chaque fois, que nous, tous les ans, on prend un an, alors que les jeunes, eux, en face de nous, ils ont toujours le même âge. Donc, forcément que le contexte évolue. Et plus on a dans son bagage, dans son cartable, différentes capacités de transmettre et savoir à quel moment je vais utiliser telle ou telle méthode de transmission, eh bien, ça permet aussi d'engager les élèves. Parce que quand on regarde, si on fait par exemple que de la ludification, je veux dire, parce que c'est le thème du séminaire, mais on peut imaginer qu'il y a peut-être des jeunes qui n'aiment pas jouer, voilà, hein, qui sont un peu réticents et qui n'aiment pas ça. Alors, de temps en temps, leur proposer aussi autre chose. Je vais balayer devant ma porte. Moi qui fais de la classe inversée, il y a, et ça je peux vous l'assurer, tous les ans, des élèves qui sont réfractaires à la pédagogie active que je propose, évidemment. Hein, et ça fait partie, je ne peux pas les blâmer, hein, ça fait partie, je crois, de mon expertise que de savoir faire avec et de considérer qu'il y aura des élèves qui seront réfractaires. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, la réponse, elle est simple. Je reviens sur la palette. Hein, de temps en temps, si je veux qu'ils s'engagent tous, et clairement, et que j'en exclus pas que quelques-uns, eh bien, je vais être amenée à aller sur peut-être des méthodes qui sont un peu moins naturelles chez moi, mais qui seront nécessaires pour que mes jeunes s'engagent, tous, de la même manière. Voilà. Et puis, développer la créativité, prendre du plaisir, je n'y reviens pas, je l'ai dit, je ne vais pas être redondante. Alors maintenant, en termes de résultats, me direz-vous, est-ce que ce que j'ai dit là sur ces différents principes, est-ce que ça rejoint finalement ce que pensent les jeunes? Alors, je vous l'ai dit, mes stats, elles sont très limitées. Je ne suis pas du tout là pour vous dire, alors là, non, non. Hein. Moi, j'ai fait ce sondage sur 2 classes, dans mon contexte. C'est intéressant que peut-être vous fassiez le vôtre. Mais je leur ai posé la question, comme je me la suis posée. Qu'est-ce qui fait que, alors pas uniquement avec moi, hein, j'ai voulu absolument, j'ai insisté, je leur ai dit, c'est pas pour moi, c'est pour l'ensemble des cours. Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez dans un cours? Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous prenez du plaisir, vous êtes actif, vous sentez que vous progressez? Alors, je leur ai posé cette question et on va retrouver les rouages de départ. Eh bien, vous voyez, j'ai été assez surprise parce qu'à 70%, c'est la relation avec l'enseignant qui passe en premier. La dimension affective. La dimension affective qui repose, vous l'avez entendu, hein, je crois en tout cas, qui repose beaucoup sur des valeurs. Hein, sur des valeurs qui sont évidemment la bienveillance, l'écoute, l'échange, la prise en considération de la personne, des personnes, et la facilitation aussi des échanges. Donc tout ça, ben, ils disent en tout cas, mes élèves de cette année m'ont dit que c'était ce qui était primordial. Et puis après, bon, en deuxième plan viennent là, les résultats. Vous voyez, moi au départ, je pensais qu'ils allaient tout de suite dire que ce sont les résultats qui comptent.
On s'engage parce qu'on veut avoir de bons résultats. Hein, c'était comme ça que j'avais posé la question. Je veux réussir mes évaluations. Donc, je m'engage dans la classe. Je suis active dans la classe. Je participe dans la classe. Ben non. Hein, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas ce qui vient en premier. À 10% près, direz-vous, d'accord. Mais bon, voilà, c'est pas ce qui vient en premier. Et puis la méthode active aussi arrive en position. Et puis, par contre, on voit bien, peu importe la salle, en fait, hein, peu importe la disposition, peu importe la superficie, peu importe si on peut se déplacer, si on peut être debout, ça vient en second plan, ça, vous voyez. Alors que souvent, finalement, bon, il faudrait, encore une fois, c'est pas scientifique, ce que je vous montre, mais souvent on entend ah, les classes flexibles, ben oui, ça permet d'engager les élèves. J'en suis pas sûre. Hein. Voilà. Ça dépend, encore une fois, ce que l'on y fait hein, et avec qui on le fait. Voilà la conclusion de ce que je voulais vous dire. Alors, pour terminer, parce qu'il me reste juste 5 minutes, 10 minutes, je voulais vous montrer, alors je n'ai pas mis de son, mais ça va être une petite vidéo. Mathilde, tu me dis vraiment si tu vois que ça passe pas, mais il n'y a pas de son. Hein. Mais c'était pour vous montrer, comme ça, là, je vais commenter vite fait. J'ai pris quelques images de ce que j'ai fait cette année. Alors là, c'est pour vous montrer justement ce que je disais sur les espaces, vous voyez, dedans, dehors, des écrans, pas d'écran, des échanges collaboratifs, coopératifs, des moments individuels, comme là, par exemple, sur la mise en commun. Vous voyez les îlots avec ces placements aléatoires, ces phases d'amélioration sur les copies, ces teasers, les outils hein, que l'on peut utiliser, vous voyez du papier, des écrans, des ardoises blanches, des ardoises magiques. Enfin, tout ça fait qu'il y a une grande variété d'approches. Là, par exemple, surface verticale, les outils numériques, bien sûr, qui sont très présents. Là, par exemple, pour une évaluation orale où on organise un défilé de mode du 19e siècle, l'écriture 19e, des cartes mentales. Donc, vous voyez tout ça, je voulais vous montrer cette grande diversité. La diversité crée l'engagement. Je vous l'ai dit, hein, restez toujours les mêmes process, toujours les mêmes habitudes. On peut s'ennuyer assez vite, et nous aussi d'ailleurs. Hein. Très, très vite, on peut s'ennuyer quand on reproduit toujours la même chose. C'est pour ça que moi, tout le temps, j'essaye de renouveler mes approches et de jamais faire deux fois la même chose. Et puis, vous voyez, quand on s'engage, on peut engager les parents. Là, vous voyez, il y a des parents dans la classe, donc 2 fois par an. J'invite les parents ou les grands-parents, comme là, l'image. Et puis, il y a la ludification aussi. Je ne suis pas aussi experte que vous, mais il m'arrive de créer quelquefois des jeux sérieux. Là, par exemple, j'en ai fait 2 cette année, Le Monde des oubliettes pour l'orthographe, et puis Le Seigneur de l'ortho aussi, qui accompagne. Mais bon, voilà, pas que des écrans, hein, aussi des moments où on peut parler, on s'exprime, là, l'oral a une très grande place dans ma salle de classe. Voilà, c'était un tout petit aperçu de ce que l'on peut faire et ce qu'on doit retirer de ce film, c'est évidemment la diversité qui permet cet engagement. Voilà, je pense en avoir terminé avec mon exposé. Je suppose qu'il y a peut-être des questions. Alors là, je laisse la parole aux modérateurs qui sont présents dans la salle. En question, j'ai Leïla qui demande si tu peux répéter la question que tu as posée à tes élèves. J'avoue que je suis assez aussi, je me pose la même chose. Alors, la question, c'était qu'est-ce qui vous motive pour vous engager dans un cours? J'ai dû expliquer ce que voulait dire engager. Hein, parce qu'engager, pour moi, dans le sud-ouest, c'est rentrer dans la mêlée. Hein, c'est un terme de rugby. Hein. Donc, engager, ils m'ont dit, ça veut dire quoi engager? Je leur ai dit, être engagé, c'est venir le cours avec plaisir, savoir avoir envie de travailler, d'y travailler pendant le cours, de répondre aux tâches que l'enseignant vous demande et de le faire avec du plaisir, voilà, et de prendre du plaisir. Et donc,
quand ils ont dit ce qui m'engage personnellement, ben, c'est plutôt la relation avec l'enseignant. D'autres qui disent, bon, ce sont plutôt ben, ce qui m'engage à prendre du plaisir et aussi et qui me motive surtout, alors peut-être pas prendre du plaisir, mais ce qui me motive, ben, c'est d'avoir des résultats corrects, quoi. Donc, c'était ça. Hein. Qu'est-ce qui fait que dans le cours, vous allez vous engager, y participer activement? Est-ce que c'est pour les résultats? Alors, eh bien, c'était un sondage. Hein. Ils avaient les quatre possibilités. Est-ce que ça vous paraît clair? Pour moi, très clair. Leïla, pour toi aussi? Alors, oui, super. J'ai aussi j'ai plusieurs personnes, que ce soit en message privé ou là, Camille qui l'a écrit sur la discussion publique, qui te remercient parce qu'ils disent que ça donne vraiment plein d'idées. Merci. Donc voilà. Il y a Mouna qui demande si c'était des QCM ou des mots libres. Pour le questionnaire de fin d'année, je pense que c'était un QCM. Ah, le questionnaire, non, c'était. Si elle parle du questionnaire que j'ai donné aux élèves, c'était. J'avais fait sur la digitale un sondage. D'accord. Est-ce que Il y tu a aussi. pourrais redonner? Oui, Ah pardon, oui, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Il y a Camille qui lève la main, peut-être qu'elle a une question au micro. N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions au micro, ça sera peut-être plus vivant, quoi, plus simple. 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend? Parfaitement. Oui. Bonjour tout le monde, bonjour Marie, encore merci pour ce que tu as proposé. J'ai une question par rapport au teaser. Tu as dit que par moment tu teasais par Oui. des vidéos, par une envie de donner, d'impliquer les élèves. Moi, j'aurais voulu savoir d'abord à quelle occasion tu fais ça, à quelle fréquence et comment tu fabriques ces teasers, sous quelle forme? Est-ce que c'est un son, une image ou de l'IA générative? Voilà. Alors, à quel moment? Je le fais en début de séquence. J'en fais un déjà en début d'année pour l'année scolaire. Et après, c'est en début de séquence. Et quelquefois aussi pour les écrits, quand il va y avoir un écrit. Comment je le réalise? Alors moi, j'adore la vidéo. Alors là, je peux dire, j'utilise plein de choses. En gros, je finalise sur iMovie. Mais après, ben, j'utilise l'IA pour faire des images, des petites vidéos. Je prends des choses que j'ai. Mais généralement, je fais avec iMovie, le montage vidéo. J'étais en train de réfléchir que si vous allez, je vais peut-être vous mettre le lien, si je peux le faire. Il faudrait que je vous mette le lien vers mon. Alors, je vais carrément vous mettre mon lien Twitter. Si vous allez sur Twitter, vous m'écrivez et je vous donnerai les quelques teasers. Comme ça, vous pourrez voir. Ça, c'est sur Twitter. Sinon, sur Facebook aussi et sur Insta aussi. Alors, Marie, je ne sais plus quoi, sur Insta, ça doit être 3464. Ça doit être ça. Ben, sinon, vous m'écrivez, marie34@orange.fr. Et là, je pourrais vous envoyer quelques exemples. Même pour toi, Camille, si tu veux. Voilà. Mathilde, tu disais autre chose? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, ben. Excuse-moi. Non, c'est parce que j'étais partie chercher ta page, ta chaîne Geniali. Est-ce que tu m'autorises à la partager? Ah, bien sûr. Oui, Donc, oui. le temps que je retrouve, C'était moi qui ça ai toujours exactement 106 ce que 000. je cherchais. Merci Mathilde. Oui, ben alors, c'est pas la peine de m'écrire. En fait, vous prenez le lien et là, vous allez avoir sur ma chaîne Geniali absolument tous les cours que j'ai pu faire depuis des années. Ils sont tous en version réutilisable, hein, c'est important de le signaler. Vous pouvez tout modifier. Il doit y en avoir presque, je ne sais pas s'il y en a pas loin de 250 ou quelque chose comme ça. Donc, vous aurez dedans, il faut fouiller, hein, mais il y a des teasers. 141. 141. D'après Geniali, il y en a 141, mais vu tout ce que tu fais aussi à côté, ça monte plus. J'exagère. Est-ce que j'ai pas fait attention s'il y avait celui que tu nous as présenté là? Ah,
celui de, tu veux dire Là, le ta monde de... présentation. Non, ta Ah, présentation, est-ce que tu l'as? oui, oui, celui de la présentation, il y est, oui. Si vous voulez, je peux vous D'accord. montrer aussi celui que j'ai fait sur l'orthographe, là, puisqu'on parle des génialies. Voilà, c'est un peu... Est-ce qu'on voit bien en plein écran, Mathilde? Ça va? C'est pas trop flou? Oui, oui. Ça Non. va aller? Ouais, ok. Donc, vous voyez, ben, c'est le principe de battle d'orthographe, en fait. Hein. Donc là, c'est un jeu hein, où on tourne la roue pour trouver son adversaire. Une fois qu'on a son adversaire, on l'envoie. Alors là, ça me permet de récupérer, bien sûr, la réponse. Et ensuite, eh bien, on va aller sur le plateau. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Voilà, le plateau, c'est ça, voilà. Et le plateau, ben, il y a, c'est comme un petit jeu. En fait, c'est pas vraiment un jeu. Hein. C'est reste des dictées. Hein, il ne faut pas rêver non plus. Mais vous allez avoir pour chaque dictée, ben, vous allez avoir des gouttes d'eau, ce sont les aides, les flammes, ce sont les obstacles avec des contraintes. Et puis après, ben, vous avez la dictée. Voilà. Donc, allez voir hein, sur le lien qu'a donné notre amie Mathilde. Vous l'aurez. Ça s'appelle le... Oh ben ça y est, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Le monde des oubliettes. Et puis ensuite, vous avez le Seigneur de l'Ortho. Alors ça a super bien fonctionné. C'est un système de parcours avec des badges. Avec donc les différents problèmes orthographiques classés par niveau. Et pour chaque niveau, ben, j'ai créé 3 phases en fait, une phase de découverte, une phase d'explication et une phase de manipulation. Voilà. Et il y a toujours un univers il est un peu lent à charger, là je suis désolée, mais voilà, il y a la phase d'observation, c'est toujours le principe de la manipulation, hein, avec de l'autocorrection. Ensuite, vous avez les phases d'explication, où là, on va basculer sur monoral.net et l'élève va s'enregistrer et va dire exactement ce qu'il a compris d'après sa manipulation. Et puis après, la phase manip, c'est du Learning Apps. J'ai créé des planches Learning Apps pour qu'ils puissent se progresser. Et au fur et à mesure, alors voilà, au fur et à mesure, vous voyez, il y a la carte avec des niveaux. Quand on a des niveaux, on avait des petites récompenses. Alors j'avais acheté des alliances, là, style Seigneur des Anneaux. Bon, ça leur a beaucoup plu. Et sinon, pour chaque niveau, voilà, on pouvait avoir un privilège, vous voyez. Donc, par exemple, si on obtenait au niveau 4, voilà, 2 immunités dictées, par exemple, sur le niveau 4, sur le parcours adjectif de couleur. On l'obtient, on a 2 immunités dictées. Voilà, ils avaient tous un petit carnet où ils collectionnaient ces badges. Ça a beaucoup plu, justement, dans l'esprit ludification. Donc, engagé, voilà, pour revenir sur le thème. Voilà, Mathilde, je crois qu'on Alors, arrive au... j'ai trouvé ton Geniali sur l'évaluation, mais j'ai pas trouvé le Geniali de ce que tu viens de montrer. Vu qu'on m'a demandé si tu pouvais partager ton... De quoi de tout ce que tu nous as mis là, tout ce que tu nous as mis depuis le début, Oui. de cette vidéo. Vous Ton aurez support, tout. en fait. Je pense. Alors, si le support n'y est pas, effectivement, il n'y est pas, je vais le mettre tout à l'heure, d'accord? Ça Et marche. si vous allez sur ma chaîne Geniali, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien qu'il y a bien le monde des oubliettes, qu'il y a bien le Seigneur de l'Ortho, plus tout le reste, hein, tout ce que j'ai fait depuis quelques années. Et je vous l'ai C'est dit, extrêmement riche. ouais, c'est assez riche. Et puis, vous avez à chaque fois, hop, n'oubliez pas, réutiliser ce Geniali. Hein. Ça, c'est super important. Ça vous permet, si vous n'êtes pas prof de français, hein, voilà, de garder quand même, parce qu'il y a beaucoup de travail sur ces Geniali. Je parle au niveau conceptualisation, design. Je fais
pas mal de choses dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de points à aller voir. Et puis, sinon, je vais quand même faire un petit peu ma pub. Mathilde, tu le permets. J'ai également mis en place depuis quelques temps, enfin depuis une semaine et demie, un SOS dépannage prof. Donc, Mathilde, peut-être que tu peux trouver le lien à mettre aux collègues. Et dans ce SOS dépannage prof, donc c'est un bureau, une hotline, on va dire, où vous avez plein de services. Alors, c'est évidemment entièrement gratuit. Hein. Moi qui suis dans l'esprit de partage, le but, c'est pas du tout de vous faire payer, mais tout simplement une boîte aux lettres où vous pouvez m'écrire pour me demander quand vous avez un problème, une idée, un manque d'idées, un problème technique ou autre, il y a la boîte aux lettres. Il y a les pastilles sonores, d'ailleurs, je vais continuer à en faire là pendant les vacances, que vous pouvez lire sur plusieurs serveurs. Donc, vous avez la liste des pastilles sonores que je vais réaliser pour la saison 24-25. Alors, pastilles sonores, ce n'est pas un podcast. Hein. J'écris pas, je suis flemmarde. Donc, en fait, je ne fais qu'enregistrer au fil de… Voilà, il y a peut-être des E, il y a des hésitations, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de faire des choses très, très simples. Par exemple, là, j'ai fait… Comment gérer sa classe les 5 premières minutes de cours ou les 5 dernières minutes de cours. Voilà, c'est en retour d'expérience. Et après, vous avez un mur de ressources où vous avez, là, au fur et à mesure de l'année, je mettrai ce que je fais, les différentes conférences que j'anime, etc. Donc là, je mettrai ça. Et puis, vous avez le live streaming, d'où l'équipement high-tech que vous voyez sûrement. Hop, voilà. Le live streaming, alors ça, j'adore, je découvre et c'est très compliqué à faire. Mais le but, c'est pendant le live streaming, donc il y en aura un justement la semaine prochaine, le 3 juillet à 21h sur YouTube. Vous aurez accès direct à partir de SOS. Et le but, c'est de faire une émission où je récupère en fait les réponses que j'ai données dans les boîtes aux lettres individuelles et j'en fais une émission pour pouvoir partager. Et chaque fois, dans SOS, vous avez le thème du prochain live streaming. Donc là, vous voyez, le thème sera, alors je dis vous voyez, mais non, vous ne voyez pas, je suis bête. Le thème sera accueillir un élève primo-arrivant dans sa classe, comment le prendre en charge pour le faire progresser. Ça, c'est un thème sur lequel j'ai dû réfléchir parce qu'on m'a posé une question. Donc, n'hésitez pas, le live streaming, hein, direct, vous appuyez… et vous aurez accès directement à la chaîne YouTube. Donc, le prochain, c'est mercredi 3 juillet à 21h. Donc, ouvert 24 heures sur 24, notre SOS prof. Pour l'instant, je suis toute seule. Ça va, je ne suis pas trop débordée. Mais j'attends avec impatience Ludovia pour recruter mes amis. Donc, Mathilde, par exemple, peut-être… Alors, je ne serai pas Ludovia, mais je peux quand même t'aider à voilà, distance. enfin, l'idée, c'est, je vais en parler à Ludovia, enfin, je vais en faire, je pense, un petit peu le lancement officiel là-bas. Mais après, s'il y a des gens parmi vous qui ont envie de recevoir avec moi les boîtes aux lettres et d'y répondre, ce sera évidemment un gain de temps pour moi. Pour l'instant, ça va, je peux gérer toute seule. Mais Alors, oui, tu ne trouves pas le SOS. Non, Ouais, en fait, ça. c'est pas ça, c'est que mon Twitter X a décidé de se mettre en pause déjeuner. Donc, il veut pas se lancer, mais j'ai cherché, j'ai trouvé podcast sur podcastfrance.fr, mais je pense pas que ce soit ça. Non, c'est pas ça, et c'est celui-ci. Attends. Je suis en train de le SOS dépannage prof. Ah bah ça y est, il vient d'être mis. Il vient d'être mis sur… Oh là là, il y en a qui sont hyper rapides. Merci Eric. Ok. Voilà, ouais. Voilà. Hop, me voilà en grand maintenant. Écoutez, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager, à essayer de donner des idées. J'y arrive pas toujours, hein, mais je me répète aussi, je vieillis. Alors, il y a certainement des choses que j'ai déjà dites par ailleurs, que vous avez réentendues, mais bon. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite.